Voilà, et donc du coup maintenant on va aborder la DSN côté SI. C'est moi qui prends la parole sur la DSN dans ça. Après Frédéric reprendra la parole pour représenter la DSN dans HRA. Donc la DSN dans SAP, le planning est un peu différent comme l'indiquait Frédéric. Avec SAP, SAP a pris la décision de faire démarrer ses clients directement en phase 2 et donc de ne pas consacrer de temps sur la phase 1 puisqu'à l'issue de la phase 1 il fallait mettre à la poubelle le cahier technique et recommencer à nouveau sur un nouveau cahier technique et sur la phase 2. Donc en octobre 2014, on a eu la livraison d'un prototype donc, qui a été livré à 9 clients pilotes SAP qui ont pu travailler donc, sur cette version 3 du prototype. Et en novembre-décembre 2014, on va pouvoir démarrer les tests d'envoi des DSN au GIPMDS. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les clients pilotes n'ont fait que des DSN tests pour vérifier la bonne extraction des données, etc. Mais ils n'avaient pas encore fait d'envoi au GIPMDS, sur les entreprises. Donc ces envois-là ne vont démarrer qu'à partir de maintenant. Et donc en novembre 2014, c'est-à-dire aujourd'hui, au 13 novembre, on a la livraison d'une première version d'un prototype qui va être la base du programme final de déclaration de la DSN dans SAP. Ce prototype va être livré à tout le monde via l'intermédiaire des support packages, mais pour l'instant, seuls les clients pilotes pourront continuer à émettre des messages OSS à SAP dessus. Sur l'ensemble des autres clients, vous pourrez éventuellement expérimenter sur ce prototype, mais vous ne pourrez pas remonter d'anomalie avant la date de livraison, de livraison finale d'SAP de sa solution complètement finalisée. On reste sur un prototype. Donc ça veut dire que potentiellement, dès maintenant, vous pouvez commencer à expérimenter des choses sur la DSN sur SAP. À un moment donné, le GIPMDS avait émis l'hypothèse de fournir un utilitaire de conversion de phase 2 en phase 1. Il n'a jamais fait. SAP n'a pas pris en charge cet utilitaire-là. Du coup, la phase 1 ne sera jamais utilisée pour les clients SAP. La phase 1 repose sur quoi par rapport à la phase 2 La phase 1, c'est une version plus light de la phase 2. Phase 1, c'est des MMO et phase 2, c'est du Xacos en plus. Sur ça, du DCS sur ça en plus. Alors, ce diagramme bien compliqué. Excusez-moi. Vous dites qu'on pourrait commencer à mettre en place la DSN. Oui. J'ai regardé ce matin, les notes OSS ne sont pas disponibles. C'est dans les support packages. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez installé les support packages de ceux qui sont sortis le 13 novembre, aujourd'hui. Ah oui, alors on est vraiment pile poil. Oui. Hier on ne pouvait pas le lire, aujourd'hui on peut le lire. Voilà, exactement. Voilà, oui, alors demain. Pour demain, parce que j'ai regardé ce matin, c'est pas encore. Donc à partir de demain, on a des notes de l'autre package et il pourrait être disponible. Il y a un support package qui sort aujourd'hui, qu'il faudra installer pour bénéficier de ce prototype. Ouais. C'est celui qui sert aussi à livrer la version officielle de la M4DS. Donc avec toutes les tables et tous les programmes qui vont bien... Tout à fait. Je vous rassure, il y a un lot de notes correctives à placer à l'issue de ce passage de support package. Ouais. Voilà. Donc là, ce diagramme compliqué pour représenter schématiquement ce que va représenter ce que va contenir la solution SAP. Donc c'est-à-dire qu'on a un programme qui va nous permettre de générer les DSN, donc le programme RPS DSN S0, qui va s'appuyer sur plusieurs choses, notamment de nouvelles tables de résultats de paye. Et ces tables-là vont être importantes puisque ça va être des tables intermédiaires qui vont être constituées lors du calcul de la paye. Donc chaque calcul de paye va alimenter ces tables et ce sont ces tables-là qui seront utilisées pour générer les DSN.
Ça veut dire qu'une DSN sur laquelle vous détectez une anomalie au moment de la déclaration à net entreprise, vous demandera peut-être de faire retourner une paye pour corriger, pour intégrer la correction et pour les tables intermédiaires. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que la DSN c'est vraiment intégré au processus de paye. On ne peut plus clôturer sa paye en disant je vais m'occuper du dispositif plus tard. Il faut s'assurer que avant la clôture de sa paye, la DSN qu'on va produire sera acceptée par les entreprises. On a quelques éléments donc qui serviront à renseigner ces nouvelles tables de résultats de paye, donc de nouvelles fonctions qui seront intégrées dans le schéma. Donc qui dit intégration dans le schéma dit adaptation du schéma. Potentiellement vous avez un schéma qui respecte le standard, qui respecte les best practices de paramétrage avec des rubriques qui portent chacune un speed WPBP, tout est carré, ben c'est parfait. Vous avez juste à insérer les fonctions à l'endroit recommandé par SAP. Si vous déviez un peu, vous pouvez potentiellement revoir votre paramétrage pour remettre au carré vos générations de rubriques. Comme le disait Frédéric, l'élément essentiel dans la DSN, c'est de pouvoir rattacher chaque somme déclarée à une période. Donc si vous avez pris l'habitude pour une solution de facilité de supprimer tous vos speeds WPBP, eh bien, ça vous a facilité la vie, mais ça va vous la compliquer maintenant. Et bien évidemment, autour de ça, on a de nouvelles tables de paramétrage, de nouvelles tables et de nouvelles caractéristiques, qui, à l'image du paramétrage actuel de Datsu, vous allez pouvoir constituer des pots dans lesquels vous allez faire se déverser des rubriques ou des éléments de cotisation. Alors on parle d'une info qui est rajoutée dans l'infotype 16, on va se pencher dessus sur la suite. Voilà, donc dans la DSN on a introduit une notion de contrat. Donc on a vraiment besoin de pouvoir détecter chaque contrat du salarié et de pouvoir y rattacher les montants, les nombres d'heures, etc. Et pour pouvoir gérer au mieux cette information de contrat, SAP a ajouté une zone dans l'infotype 16. Alors jusqu'à présent, jusqu'avant la loi de sécurisation de l'emploi, l'infotype 16 c'était un peu l'infotype on le maintenait pour faire plaisir à SAP, mais on s'en servait pas trop. Maintenant, ça va être un infotype essentiel dans la vie du salarié puisqu'il va refléter chaque contrat et ce sera très très important de le conserver à jour et cohérent par rapport à la vie du salarié dans la société. Et donc dans un infotype 7, on rajoute la référence de contrat. Et le but du jeu, ce sera de détecter chaque mise à jour qui devra créer une incrémentation du contrat pour indiquer qu'on est sur un nouveau contrat, ou alors conserver la même référence pour dire qu'on est sur un renouvellement ou une prolongation. Au moment du démarrage, vous aurez besoin de renseigner pour tous vos infotypes 16 existants cette référence, et SAP livre un programme de mise à jour. L'outil s'appelle RPCI 16F0. Il sera lancé pour tout le monde pour mettre à jour toute la base existante, et par la suite, ce sera au moment de la mise à jour des dossiers que cette référence de contrat se mettra à jour. Donc ça, je le disais, la zone de contrat s'incrémentera ou restera sur la même valeur en fonction des changements qui interviendront. Donc ce sera à vous d'identifier vos événements chez vous qui vont devoir dire à SAP c'est un nouveau contrat. Donc ce sera généralement lié à vos mesures administratives. Pour indiquer pourquoi le numéro de référence contrat a changé, il y a une petite zone supplémentaire qui s'appelle motif de changement qui va indiquer le pourquoi du changement. Donc là par exemple dans l'écran, en partie haute, on a conservé le même numéro, la référence 1, parce qu'on était simplement sur une modification des attributs du contrat, alors que
sur la partie basse de l'écran, on est passé à une référence 2. Pourquoi? Parce qu'on a créé un nouveau contrat. Ces changements vont pouvoir être automatisés en fonction d'éléments déclencheurs bien caractérisés. Vous n'allez pas être obligé de le faire manuellement à chaque salarié. Là, on se penche sur le programme de génération de la DSN. Donc, c'est l'écran du prototype. Il est assez semblable à l'écran de Datsu. Vous retrouvez une paire de déclarations, la sélection des salariés, sélection par siret, la nature de déclaration et quelques options qui sont directement spécifiques à la DSN. Alors à côté de ça, quand vous avez généré des DSN, c'est important de pouvoir la contrôler. Donc on a un outil qui s'appelle le tableau de bord DSN qui vous permet d'accéder justement au contenu des nouvelles tables que SAP a créées. Donc en fait, les tables que SAP a créées seront stockées dans les clusters, donc elles ne seront pas accessibles directement, elles ne seront pas lisibles en fait pour un œil humain. Donc on sera obligé de passer par ce tableau de bord. Si on sait lire la matrice, on saura lire les clusters. Donc lorsqu'on exécute le tableau de bord, on obtient cet affichage. Dans la partie gauche, on retrouve la structure de la DSN qu'on interroge. Donc vous voyez la structure typique de la norme DSN qui est semblable un peu à une norme M4DS avec des structures et des sous-structures. Et lorsqu'on clique sur une structure en particulier, on accède aux détails sur la partie droite et vous allez pouvoir justement accéder à l'ensemble des données stockées dans chaque nouvelle table pour cette structure. Ça va vous permettre de vérifier les données compilées par SAP pour la DSN. Alors pour faciliter les déclarations, le GIP a mis en place une API, donc, une sorte de boîte à outils qui permet aux sociétés de se connecter au service web et de déclarer les fichiers sans avoir à intervenir manuellement. L'avantage donc c'est de pouvoir automatiser et d'industrialiser le processus de déclaration. À l'heure actuelle, bien souvent, vous êtes obligé de télécharger le fichier, d'aller sur le site de notre entreprise, de le déposer, le télécharger, etc. et de scruter à l'œil est-ce que j'ai bien un retour de notre entreprise ou de Pôle emploi, etc. Donc c'est assez fastidieux. Cette API va permettre en fait à SAP de communiquer directement avec les serveurs à distance. Donc on va avoir SAP qui sera chez vous, qui va pouvoir se connecter via Internet sur les serveurs de notre entreprise et via les serveurs de notre entreprise qui seront les pivots de la communication. Vous allez déposer les fichiers, les organismes vont les récupérer, ils vont utiliser les informations et éventuellement faire des retours pour valider ou non la DSN que vous venez de déclarer. Donc pour automatiser la chose, SAP a mis à disposition un ensemble de processus et d'outils, notamment des jobs qui vont tourner en arrière-plan, qui vont faire des déclarations, donc ils vont tourner toutes les 5, toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, ça dépend de vos besoins. Et ils vont pouvoir faire le dépôt à votre place et la récupération des outils, enfin la récupération des déclarations à votre place. Et pour justement scruter ou pouvoir piloter ces déclarations, on a un nouveau programme, le RPU des SNF1, qui est le tableau de bord B2A. Donc B2A, c'est le petit nom dans SAP pour gérer tous les échanges avec l'extérieur et notamment ceux qui sont soumis à un workflow. Et donc ce programme va vous permettre de suivre l'ensemble de vos déclaratifs.
On va voir quelques détails de la structure. Si on prend un exemple d'un déclaratif, votre première étape, ce sera toujours de calculer une paye via votre programme habituel pour générer des clusters, alimenter les tables qui vont servir au programme de DSN. Vous allez générer ensuite votre DSN via le programme qu'on a vu ultérieurement. Et donc, on va pouvoir retrouver dans le tableau de bord la DSN qui a été générée. Vous voyez d'ailleurs dans le bas de l'écran, vous avez quelques informations de statut pour indiquer que les différentes étapes par lesquelles vous passez lors de la déclaration. Ça ressemble un peu, pour ceux qui le pratiquent, à l'AED dans SAP, avec les différents statuts. J'ai créé une DSN, ou j'ai créé une AED, je l'ai générée, je l'ai envoyée, j'ai reçu les retours. Et ce sera aussi complexe pour aller lire, parce que quand on va lire à l'intérieur pour les AED sur SAP, c'est très explicite. On aura le même souci ou ce sera un petit peu plus clair? Je ne peux pas dire que ce sera plus clair. Je vais montrer. Oui, mais malheureusement, la complexité, c'est pas forcément, c'est pas du fait des éditeurs, hein. C'est quand même du fait des contraintes de suivi au niveau de l'échange qui sont imposées par le GIP. Donc, à partir du moment où on doit avoir une traçabilité pour chaque déclaration, on est obligé d'avoir quelque chose d'assez complexe. Donc, lorsqu'on a généré notre B2A, on va pouvoir accéder au tableau de bord B2A pour retrouver la déclaration qui a été générée. Voilà, elle se présente. Voici l'écran. L'écran qui va vous présenter la DSN. Vous retrouvez en fait l'ensemble des informations contenues dans votre DSN. Et à chaque fois, comme pour les autres outils SAP, quand vous cliquez sur une entrée de l'arbre, vous avez accès dans la partie droite aux détails. Donc là, on est au niveau de la DSN, on s'intéresse à une DSN qu'on a générée pour le mois de septembre. Et donc on va pouvoir travailler dessus. Donc on va pouvoir travailler dessus en validant les salariés qu'on va pouvoir considérer comme valides à la déclaration. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du tri dans les salariés que vous allez déclarer à net entreprise. Donc vous allez générer une DSN qui va peut-être comporter trop de monde et parce que vous avez des cas que vous savez qui vont être bloquants ou parce qu'ils ne sont pas à déclarer, parce qu'ils ne concernent pas le périmètre du gestionnaire, vous allez pouvoir exclure certains salariés ou vous avez un outil effectivement pour pouvoir les exclure. Donc comme on l'indique, ce mécanisme de validation et de rejet des salariés a été introduit pour certains clients, enfin certains utilisateurs, pour qui le fichier va être généré mais va contenir trop d'informations. Et donc certains gestionnaires vont se retrouver avec des salariés qui ne sont pas rattachés, donc ils vont pouvoir les supprimer. Oui. Les salariés sont rejetés. Oui. Il faut qu'ils suivent en fait les gestionnaires de paye, oui. Et corriger les salariés, faire des payes et oui. passer jusqu'à temps qu'ils soient. Oui, tout à fait. Oui. Je ferai. On dit qu'il n'y a pas de correction oui. la DSN. Oui. Quand la DSN reprend une info qui n'est pas bonne alors que la peine est bonne, on fait trop. Comme tu te souviens des premières N4DS où j'ai été modifiée dans le fichier bleu parce que j'avais pas de solution. Oui, oui. Après, on avait l'infotype de correction. Là, il n'y a pas d'infotype de correction. Pour l'instant, il n'y a pas d'infotype de correction, tout à fait. Alors, comment on fait? À un moment donné, ça va coincer. Si notre DSN n'est pas le reflet de notre paye, il faut bien le corriger. Oui, normalement, ça ne doit pas arriver. Mais comme sur la N4DS, ça ne doit pas arriver. Mais bon, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'outil de... Non. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de prendre la main sur ce que ça génère. Mais ça peut concerner quoi comme info? Ne serait-ce que le brut. Alors que là, vous faites une correction le mois d'après, vous faites une correction. Oui, mais ma paye, il y a des bonnes, sauf que ma DSN ne fera pas le reflet de ma paye.
ça m'enlève. Sur des bases prévoyances, on n'a toujours pas réglé le problème. Cette année, regarde. Ça, c'est typiquement les travaux qu'il faut mener en amont, finalisation. Malheureusement, des paramétrages pour faire en sorte que vos bases soient correctes. Ouais. Non, mais... Ça pouvait marcher, ça fait 3 ans d'N4DF, on n'a toujours pas réussi à régler certains problèmes. Par rapport à la date dessus, il y a aussi un truc qui change, c'est que la date dessus, c'est une fois par an avec une norme qui change tout le temps. Là, on va avoir une norme qui va être stable et avec du déclaratif qui va avoir lieu tous les mois. Donc normalement, ces logiques de problèmes récurrents qui ne sont jamais corrigés devraient disparaître parce que ces problèmes vont survenir pour tout le monde, vont survenir tous les mois. Et du coup, ça, normalement, sera quand même plus apte à corriger. Les grosses corrections étaient les gens qui étaient décalés, qui passaient en paye normale, ou vice-versa. Là, avec une déclaration mensuelle, effectivement, normalement, je devrais faire un problème. Oui. Mais on sait qu'il y en a toujours un truc que SAP va pas rechercher au bon moment. Oui. Et dans l'urgence, un type de correction, c'est plutôt pareil. Et on en parlait aussi pour les frais, pour les remonter en un type de correction. Oui, et ça fait partie du travail derrière d'adaptation du SIRH pour intégrer ces frais dans la paye pour pouvoir le déclarer dans la DSL. Et quand il y a un salarié qui est refusé, c'est tout le fichier qui est refusé ou c'est pas au moins les salariés qui sont bons c'est le... si je me trompe, c'est pas forcément le fichier, c'est le SIRET, je crois. Ouais, c'est le SIRET. C'est le SIRET qui est... Ouais. Ouais, donc c'est toute la société, alors... l'établissement. C'est l'établissement. Ouais. Ah oui, mais alors, donc ça veut dire qu'il faut déclarer dans les 5 jours, normalement. Si un salarié n'est pas bon, il faut... Dans les 5 jours, ça c'est pour l'événementiel. Ah, c'est pour l'événementiel. Mais comme c'est mensuel, on ne peut pas attendre 3 mois, il faut le faire au moins dans le mois qui vient. Ah oui, les mensuels, c'est les mêmes dates que... Il faut être capable de corriger le salarié en rétroactivité pour... On parle de quel type de demande sur le salarié? Donc ça, par exemple, ça peut être, puisqu'on parle de changement de contrat en cours de mois, et qu'une rubrique de paye doit être découpée, doit être explicitée, on n'a pas réussi à le faire. Vous faites une correction du mois d'après, vous allez corriger en... Le salarié qui va le corriger en DSL. Ah, sauf s'il est rejeté. Ah oui, s'il est rejeté. Ah oui, il y a peut-être des rejets bloquants et des rejets avertissants. Est-ce qu'on peut peut-être aborder ce point-là en fin de présentation? On le note, comment on gère les rejets, et puis comme ça on avance. Donc je suis passé un peu rapidement, donc là on avait, avec notre outil de tableau de bord, on va pouvoir donc sélectionner ou rejeter des salariés. Et ensuite au moment de l'envoi, on va pouvoir toper à SAP quelles sont les déclarations qui seront valides pour l'envoi. Donc imaginons qu'on ait fait plusieurs DSN, des tests, etc. On va en générer à un moment donné une productive et on va sélectionner les DSN qui seront valides pour envoi. Donc on va pouvoir le toper via l'écran de suivi. Le détail, à quel niveau? C'est ce qu'on voit Non, là on est là on n'est pas sur la vérification, on est sur l'envoi de la DSN. Ah, t'es déjà sur l'envoi? Oui. Tout à l'heure, on était rejeté à valider, c'était matricule ou établissement? Oui, c'était... on était descendu au niveau du matricule. D'accord. Là, c'est vraiment des aperçus des écrans SAP que vous allez recevoir avec le prototype. On ne peut pas non plus rentrer trop dans le détail. Mais voilà, dans le processus de déclaration, vous avez la possibilité d'exclure des salariés et lorsque vous avez fait ce travail-là, sur la DSN qui vous intéresse, vous allez pouvoir la déclarer comme valide à l'envoi. Et à partir de ce moment-là, sur les jobs qui tournent en arrière-plan dans SAP, c'est SAP qui va prendre la main, qui va aller prendre la DSN validée, l'envoyer sur les serveurs du GIP-MDS, la déposer et aller vérifier régulièrement s'il y a un retour et l'intégrer. Alors si vous avez fait votre déclaration, vous l'avez fait le matin, vous revenez l'après-midi, vous voulez savoir si vous avez déjà un retour du GIP-MDS, vous pouvez utiliser ce même outil et pour la DSN que vous avez déclarée,
via un menu contextuel. Vous aviez l'option envoyer la DSN, vous avez de même une option rechercher un retour du GIP. Et ceci va vous permettre de savoir s'il y a un retour du GIP et s'il y a un retour du GIP, si ce retour est positif ou pas. On a systématiquement ce retour. Il y a toujours une réponse du GIP. Oui. Si vous n'en avez pas, c'est que soit il y a un problème du côté du GIP, soit il y a un problème dans la communication. Mais ça, c'est une fois que ta paye est faite. Oui. C'est des jobs qu'on doit faire tourner le soir. Après, c'est post-paye. Là, on est plutôt sur un exemple d'une déclaration d'une DSN mensuelle. Donc, effectivement, on est dans ce qui remplace le post-paye, mais avec toujours cette obligation à l'esprit que une correction dans la DSN peut passer par un recalcul de paye. Mais donc, on ne peut pas automatiser quelque part. Non, mais on peut automatiser le fait d'envoyer et de recevoir les échanges avec les entreprises. D'accord. Après, on donne la main au gestionnaire de paye. Ah oui, il y a toujours besoin d'un contrôle. Oui. Comme aujourd'hui, pour l'AD, c'est eux qui vont faire l'AD. Tout à fait. On ne peut rien automatiser. Oui. Alors, pour justement permettre de piloter la déclaration, vous allez pouvoir relier des SIRET aux différents comptes, aux comptes Net Entreprise en fait, qui vont permettre de déposer les fichiers. Donc, SAP a mis à disposition une table de paramétrage dans laquelle vous venez renseigner, alors, soit de manière fine par SIRET, soit indiquer que c'est de manière globale. Que tel SIRET va être déclaré via tel compte utilisateur. Ce qui veut dire que l'utilisateur ne pourra récupérer que les comptes rendus qui lui correspondent. C'est-à-dire que les comptes rendus qui correspondent au SIRET sur lesquels il a droit de travailler. Donc au niveau personnalisation, effectivement, on a le droit aussi de définir quelles sont les actions autorisées pour un utilisateur. Donc on vous a mis une liste de l'ensemble des actions que peut réaliser un utilisateur. Et vous allez pouvoir indiquer quelles sont les actions sur lesquelles l'utilisateur est autorisé d'agir.